Bon, ben écoutez, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci aux organisatrices, en fait, de la journée. Bonjour à Québec. J'ai le plaisir de casser la glace ce matin. Donc, je voudrais juste avoir ma présentation. Ah, OK, parfait. Donc, euh, la mission que les organisatrices m'ont proposé de relever ce matin, c'était de vous parler un petit peu du rôle de l'adulte dans la manière dont les enfants vont agir ou réagir, que ce soit dans nos maisons ou que ce soit dans nos classes. Ces dernières années, la science a fait des progrès extraordinaires. On n'a jamais eu autant de connaissances acquises sur l'être humain, sur la nature et ainsi de suite. Pourtant, la détresse des jeunes, encore le week-end dernier, on avait le Journal de Montréal et de Québec qui signalisait que énormément de jeunes se retrouvaient avec la médication de type antidépresseur parce qu'ils vivent beaucoup d'anxiété à la maison et à l'école. La consommation de Ritalin et d'autres produits antipsychotiques est en démultiplication depuis une vingtaine d'années. C'est certain que ces outils-là sont intéressants, mais en même temps, c'est comme si on a séparé l'enfant de l'endroit où il vit, comme si l'enfant est quelque chose de séparé, comme dans un bocal, alors qu'il vit dans un environnement, que ce soit l'environnement familial, que ce soit l'environnement de la communauté, du quartier, du village et bien entendu de l'école. Et en fait, les enfants, dans beaucoup de situations, vont réagir en fonction de l'environnement dans lequel ils sont. Ce sont des tentatives souvent maladroites, parce que ce sont encore des enfants, pour essayer de s'adapter dans le milieu dans lequel ils sont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas interagir, mais notre regard d'adulte est fondamental parce que nous avons une part de responsabilité quant à la manière dont les enfants vont agir avec nous. Alors, pour démarrer en fait la présentation, je vous propose en fait trois petites questions. La première chose, à quel âge pensez-vous que la marche devient mature chez les enfants? OK, je vais regarder ce qu'est-ce que vous proposez comme réponse. Alors, on a du B entre 18 et 24 mois, C qui est majoritaire entre 2 et 4 ans, et on a D avec 37% entre 5 et 7 ans. On poursuit une autre question. À votre avis, à quel âge le cerveau atteint sa pleine maturité? On parle des dames, bien entendu, pas des messieurs. Alors, je vais regarder vos réponses. Et en fait, le E, vers 20 ans, est majoritaire à 83%. Il y en a quand même quelques-uns qui sont testés avec la D entre 5 et 7 ans. Je vais répondre aux questions dans les prochaines images. Mais avant de passer à ces prochaines images, une dernière question. À quel âge croyez-vous que le cerveau arrête d'évoluer? OK, il y a encore quelques réponses qui rentrent. Et on regarde ce que vous nous avez répondu. 83% des personnes dans les dernières minutes de notre vie. En fait, et 13% vers 40 ans. En fait, le cerveau va évoluer à partir du moment où le bébé est dans le ventre de maman et que le cerveau commence à se mettre en place, et va continuer d'évoluer jusqu'à la fin de sa vie. En fait, dans les dernières minutes de notre vie, notre cerveau est encore en train de se réajuster, de tenter de s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Et parfois, la fin de vie est douloureuse, donc le cerveau va s'adapter à cette réalité de soins palliatifs potentiels. Mais notre cerveau est en continue réorganisation toute notre vie. Et en fait, ça va nous prendre 5 à 7 ans pour que notre marche soit mature. Bien sûr, bébé commence à se relever, à s'attacher à une table, à une chaise. Il commence à essayer, papa, maman vont l'aider pour qu'il puisse arriver à se déplacer. Mais le cerveau va avoir besoin de 5 à 7 ans pour qu'il soit capable d'ajuster de manière adéquate l'organisation des muscles, laquelle séquence se déplacer, comment tenir son équilibre, de quelle manière pouvoir arriver à le faire, en fonction aussi de nos objectifs. Parce qu'on ne marche pas de la même manière sur une patinoire que dans un bois ou dans la maison. D'accord? Donc, ça va nous prendre 5 à 7 ans pour que notre cerveau soit assez mature pour pouvoir contrôler
notre marche. Pourtant, c'est une des caractéristiques les plus essentielles de l'être humain. Alors imaginez le temps que ça prend pour un cerveau pour arriver à tempérer nos émotions. Si je vous présente ce mot chocolat, à quoi pensez-vous? Ah, j'entends plein de petites choses. En tout cas, ça s'anime. J'ai eu le mot récompense. Oui, récompense, plaisir, et ainsi de suite. Mais en fait, vous n'y êtes pas. Je suis en train de vous donner une leçon de français là pour l'instant. Je suis en train de vous montrer la différence entre le chaud et le co. C'est certain qu'avec la manière dont on essaie de faire la pédagogie active avec nos enfants, on va aller chercher des situations de vie dans lesquelles les enfants, ça va les intéresser. Mais en les intéressant, c'est certain que leur plaisir de vivre va être là, leur intérêt va être là. Et la gestion de classe, parfois, peut devenir difficile quand l'enseignant a la difficulté à canaliser cette énergie-là pour les enfants. Parce que, quelque part, l'enfant a besoin de nous comme adultes. Et pourquoi est-ce que parler de chocolat, faire des jeux tout à l'heure où on avait Dave qui parlait de Québec en forme, ce sont des activités extraordinaires de travailler dans le jeu, avec le jeu, faire bouger les enfants, tout simplement parce que ça fait partie des éléments qui vont susciter un plaisir de vivre, mais également vont induire dans notre cerveau des réactions qui vont nous dire « c'est bien que tu fasses ça, continue, c'est bon pour ta survie ». En fait, c'est le mot en tant que tel, c'est le système hédonique. Le système hédonique, c'est un système que les mammifères ont mis en place dans quelques millions d'années, d'accord? Et ce système hédonique va déclencher des réactions biochimiques de notre cerveau qui nous disent « continue ». Donc, quand on a du plaisir à faire quelque chose, notre cerveau reçoit cette biochimie-là qui nous dit « continue, c'est bon pour ta survie ». Donc, si je mange du chocolat, si je mange quelque chose que j'aime beaucoup, eh bien, à ce moment-là, cette réaction biochimique va se faire. Si j'aime faire du sport, à chaque fois que je fais du sport, le système hédonique va me dire « continue, c'est bon pour ta survie ». Quelque part, prendre un bon verre, faire l'amour, ça fait partie des choses que notre système nerveux nous dit « Hey, continue, c'est bon pour la survie de toi ou de ton espèce ». Et ça, c'est quelque chose qui va venir jouer beaucoup. Et malheureusement, ça peut jouer aussi à notre défaveur. Par exemple, la plupart des jeux vidéo vont venir cibler exactement ce système-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos jeunes ont de plus en plus de difficultés à se séparer de leur console de jeu, parce que leur cerveau a été confondu. Parce qu'il pense que c'est bon pour sa survie. Il pense que c'est bon pour lui que de jouer des heures et des heures et des heures à son jeu vidéo. Mais en même temps, ce système-là, si vous arrivez à stimuler le plaisir de l'enfant pour qu'il puisse ressentir « Hey, c'est le fun de bien manger, c'est le fun de goûter plein d'aliments, c'est le fun de faire l'activité physique », mais ce système-là va contribuer à développer des saines habitudes de vie. Mais en même temps, l'enfant, quand il vit plein de fun, ça va avoir des impacts pour justement la gestion de classe ou la gestion de la famille. Nous avons deux besoins fondamentaux. Depuis la nuit des temps, l'être humain, quand il est apparu, a pu survivre parce qu'il a été capable de s'associer. On veut tous être en couple, en tout cas la plupart des personnes. Même déjà à l'enfance, on rêve d'avoir une amoureuse, on veut avoir des copains, on veut avoir des copines, on veut faire partie d'une gang. Notre besoin de lien est très important. Mais en même temps, on a un besoin de se séparer. Dans le sens, mesdames, quelle est la chose qui pourrait le plus vous choquer si vous alliez dans un cocktail? Exactement. Donc, mesdames qui êtes plus relationnelles, je vous remercie d'avoir eu le courage de répondre. Mesdames, vous êtes plus relationnelles que les messieurs, d'accord? Eh bien, malgré votre envie d'être en relation avec les autres, si jamais vous avez la même robe, aïe, 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 mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois le besoin d'être en lien et on a un besoin d'être séparé, on a un besoin de s'individualiser. On a envie d'être avec les autres, mais en même temps, on a envie de se séparer. Et ça va arriver chez le jeune enfant. Le jeune enfant va vouloir être avec vous. Il va vouloir être dans vos jupes. Il va vouloir s'accrocher à vous.
Si vous êtes professeur, si vous êtes un éducateur, si vous êtes quelqu'un qui est un mentor pour le jeune va avoir envie d'être avec vous, même à l'adolescence. Mais en même temps, il va vouloir se séparer parce que son besoin de s'individualiser, d'intégrer les choses à sa manière, de faire les choses à sa manière, fait en sorte que, parfois, il a besoin de faire des gaffes pour se séparer. Et d'ailleurs, quelque part, nos adolescents qui sont parfois problématiques dans les classes. Bon, prenons le clown. Le clown, il répond à 4 besoins. Premièrement, c'est lui qui fait le clown. Donc, il fait partie des toughs de la classe. Donc, il fait partie du groupe. Mais c'est lui qui fait le clown, ce n'est pas ses copains. Donc, à la fois, il est avec les autres, mais en même temps, il se sépare vu que c'est lui qui fait le clown. Puis, mon ado de 15 ans qui fait le clown, il veut le lien avec son professeur. Parce que même s'il n'aime pas son professeur, il cherche quand même à avoir un lien avec lui. Et son besoin de lien va faire en sorte qu'il va devoir faire quelque chose, mais il ne veut pas faire partie des têteux. Donc, en faisant le clown, il a le lien. Et comme le professeur risque de se fâcher sur lui, quelque part, il se sépare du professeur en même temps. Il va falloir des punitions avant qu'il comprenne sa part de responsabilité et s'écouter simplement. C'est quoi mon besoin dans cette relation-là, avec mes copains ou avec les autres? Donc, le besoin de lien et de séparation va être là continuellement. On a des enfants, on veut être avec eux. Mais quand vous rentrez après une grosse journée de travail, est-ce que ça se peut que vous aimeriez avoir 15 minutes de temps libre juste pour vous? De ne pas répondre aux sollicitations des petits êtres que vous avez mis au monde, que vous aimez, que vous adorez. Donc, on veut être en lien avec nos enfants et on veut être en lien avec nous-mêmes, donc se séparer. La même chose avec notre chum et nos blondes. Il y a des moments où on a le goût d'être avec eux, des moments où on a vraiment envie d'avoir la paix. Donc, ce conflit-là, entre ces 2 besoins, les enfants, au départ, essayent d'y répondre de la même manière et en même temps. Et c'est ce qui arrive un petit peu avec la fameuse crise de Bacon. L'enfant est dans son besoin de lien et dans son besoin de séparation. Il commence à affirmer ses besoins. Donc, en fait, quand votre coco fait la crise de Bacon à côté, faites comme lui. Non, gardez-vous une petite gêne quand même. Il n'y a pas besoin de vous rouler à terre dans le magasin. Mais asseyez-vous ou accotez-vous contre une étagère, puis faites commencer. Moi aussi, je vais râler. Moi aussi, ça ne va pas. Puis moi aussi. Le jeune, quelque part, il va se reconnaître. Donc, il va avoir le lien. Mais comme en même temps, il veut se séparer, il va changer d'attitude. Et vous résolvez en 2 ou 3 fois la crise du non. Parce qu'il sait qu'avec vous, ça ne marchera pas. Par contre, si vous embarquez dans sa scène, ah là là, vous en avez pour quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Okay? C'est la même chose avec la fameuse crise de 4 ans que certains appellent le fucking fort. Ça revient. Pourquoi? Parce que ce sont des stades de développement de l'enfant. Le cerveau mature au fur et à mesure. Ça amène des nouveaux défis pour le jeune. Et à partir de ce moment-là, il se teste toujours entre ces 2 besoins qui vont venir continuellement l'arrimer, le bousculer. Il ne va pas nécessairement se comprendre si on ne l'aide pas à mettre des mots. Alors, si l'enfant est capable de vivre son lien dans une situation avec les adultes, qui le réconforte, qui le confirme dans son droit et dans son besoin de lien, il va vivre la relation comme étant quelque chose d'agréable. Si l'enfant est capable de pouvoir vivre sa séparation en disant « Hey, tu as le droit, moi j'aime ça quand tu fais ça, les choses comme ça. Tu as cuisiné tout seul, tu as fait une belle construction de Lego, bravo. Et je suis fier de toi dans ta manière d'avoir présenté ton élocution en classe la semaine dernière. » L'enfant va être confirmé dans sa partie de séparer, tout en étant en même temps, comme il est confirmé, il a encore le lien malgré tout. Là où ça se passe mal, c'est parce que mon coco qui a 2 ans, qui commence à vouloir courir un peu tout partout dans le magasin, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc, je vais essayer de sécuriser l'environnement dans lequel il est. Je vais l'empêcher d'aller faire le zazou dans le grand magasin. Mais lui, il est dans sa spontanéité, il est dans sa naïveté. Il ne comprend pas, lui, encore le danger. Il est juste dans son système hédonique qui lui dit « Hey, c'est une bonne chose d'explorer le monde, surtout pour les petits gars. » D'accord? Parce que veut pas, si les filles sont plus relationnelles, nous, on est des chasseurs-cueilleurs. On a beau ne plus faire de chasse, ça reste quand même que la génétique, elle n'a pas changé. On est plus armé pour pouvoir aller faire de la chasse et de la cueillette que d'être assis sur une chaise dans une classe.
D'accord? Ça ne veut pas dire que le garçon ne peut pas s'adapter à l'environnement scolaire, mais c'est un petit défi qui est parfois plus grand que pour les petites filles. Cela dit, si l'enfant donc est capable de pouvoir vivre son lien et sa séparation de manière adéquate, il va pouvoir toujours être capable de pouvoir répondre en fait aux différentes considérations. Mais quand les deux besoins sont en contradiction, qu'il est coincé dans son non-besoin, il va vivre à l'intérieur de lui quelque chose qui est très dur. Quand vous voyez ces deux images-là, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est-tu agréable ou désagréable? Oh. On peut aimer Hitchcock tout en remettant, ouais, ça nous fait vivre des drôles d'émotions, les films à suspense. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films d'horreur, ils procèdent toujours de la même manière. Vous avez un papa, une maman, un petit gars, une petite fille et le voisin qui se fait croquer. Bon, si ce n'est pas le voisin, c'est le collègue, n'importe quoi, d'accord? Mais on va venir bien souvent, la plupart des films d'horreur, vous avez des gens qui se font dévorer. Pourquoi se font-ils dévorer? Parce qu'en fait, les enfants ont des peurs existentielles qui nous arrivent depuis la nuit des temps. À l'époque de l'homme de Néandertal et de l'homme de Cro-Magnon, ça arrivait que les papas et les mamans mangeaient leurs enfants. Quand ils avaient faim ou quand ils devaient se déplacer, d'accord, le petit dernier il pouvait servir de beefsteak. C'est atroce pour nous aujourd'hui, mais le fameux Père Noël, c'est qui Père Noël? Père Noël, c'est Santa Claus. Santa Claus, c'est Saint Nicolas. Et pourquoi est-ce que Saint Nicolas est devenu le patron des enfants? Parce qu'on raconte sur ce brave homme au VIe siècle, qui était un évêque, qui s'était rendu compte, en fait, qu'il y avait des enfants qui disparaissaient pendant l'été. Puis il a enquêté, et il est tombé sur un boucher qui capturait des enfants pendant l'été, les mettait dans son sous-sol, et si pendant l'hiver il avait besoin de nourriture, il servait des enfants. Alors pour nous, ça nous semble atroce, mais ça reste qu'on est en fait des proies. Si on regarde les loups, si on regarde les ours, si on regarde les tigres aux longues dents, si on remonte un peu plus loin, ou les mammouths, nous étions des proies. Donc la peur d'être dévoré, ça fait partie des éléments qui vont nous amener à réagir pour éviter de se faire croquer. Et donc, en fait, l'enfant, vous allez regarder combien de fois vous ne lui racontez pas le petit chaperon rouge, Pinocchio, Hansel et Gretel. Donc, il y a beaucoup de contes qui vont être utilisés pour permettre à l'enfant de voir qu'il va survivre, qu'il y a de l'espoir. Même s'il se fait dévorer par le loup, c'est pas grave. Il y a un brave bûcheron qui va pouvoir ouvrir le ventre du loup, d'accord, pour pouvoir sortir Chaperon Rouge et la grand-mère. Donc, ça permet à l'enfant d'apprivoiser des peurs existentielles. Et l'enfant va vivre, en fait, parce que son cerveau est développé comme ça en bas âge, ce sont ses émotions qui vont contrôler ses comportements au moins jusqu'à 11-12 ans, d'accord? Le système émotionnel, c'est vraiment la partie de son cerveau qui va prédominer. Le système hédonique, c'est la partie qui va prédominer dans ses comportements. Et quand il n'arrive pas, en fait, à satisfaire à ce besoin-là, à ce moment-là, il va vivre de l'angoisse. Et cette angoisse, il n'est pas capable de la rationaliser. Comme nous, quand on regarde un film d'horreur, on n'est pas capable de rationaliser, de se dire que c'est juste un film. On va vivre les émotions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va les vivre pareil. Et en fait, notre cerveau, quand c'est une question de survie, il va réagir avec des réflexes de survie. Et je vais vous en montrer un. Je vais juste déposer ça pour ne pas faire de bêtises. Je vais choisir de tomber en arrière. Il y a des infirmières dans la salle, donc je ne risque pas grand-chose, d'accord? Non, je vais choisir de tomber. Ma volonté me fait tomber. J'en suis pas capable. Pourquoi? Parce que mon cerveau sait que de tomber en arrière sur le sol, c'est dangereux pour ma survie. Donc, mon système émotionnel est plus fort que mon système logique. Quand nos enfants vont se désorganiser parce qu'ils sont pris dans une peur, qu'ils sont pris dans de l'anxiété, d'accord? Les mécanismes de défense, les mécanismes de survie vont se mettre en place. Ce n'est pas un manque de gros bon sens, c'est juste qu'il est pris, comme nous, on peut être pris parfois devant un film d'horreur. D'accord? Et regardez, une des premières choses que vous risquez de faire au moment où vous regardez un film de requins qui mangent les êtres humains, vous allez vous chercher du popcorn et vous mangez à votre tour. Vous êtes en train de vous rassurer que vous êtes encore vivant et vous mangez.
Et c'est plus fort que vous. Si ce n'est pas du popcorn, c'est des bonbons. Si ce n'est pas des bonbons, c'est du chocolat. D'accord? Mais vous allez avoir des réactions émotionnelles. Tout votre corps va vous amener à « Il faut compenser cette peur-là. C'est pas amusant de voir ça. » OK? Et ça va être la même chose dans deux autres peurs qu'on va retrouver chez tous les enfants. La peur de tomber, ainsi que la peur de disparaître. Parce que si je ne suis plus à la vue des personnes qui peuvent me sécuriser, je suis en danger. D'accord? La preuve, c'est qu'on va regarder où nos enfants vont aller. On va au zoo, on passe toute journée à regarder qu'est-ce qui se passe avec les enfants, où est-ce qu'ils sont, plutôt que de regarder les animaux. Sauf si on les a dans la main. Ce qui est un réflexe logique. On a une peur qui disparaisse, nous allons agir en fonction de ça. Et c'est plus fort que nous. Alors, comme je vous montre avec ça, c'est que les enfants vont donc réagir beaucoup avec l'environnement dans lequel ils sont. L'environnement de la classe, l'ambiance émotionnelle de la classe ou de la maison est 10 fois plus importante que n'importe quoi d'autre pour arriver à canaliser le groupe. Un contre-exemple, la vie est belle. Le papa, il sait très bien qu'ils sont dans un camp de concentration. Il sait très bien que lui et son petit bonhomme, et éventuellement sa blonde qui est de l'autre côté du mur, peuvent être dans une situation où ils vont se faire tuer. Mais pour pouvoir arriver à sécuriser son enfant, il va faire en sorte que son enfant se croie dans un camp d'été. Et donc, il va jouer tout au long des 3 ans d'internement avec son fils pour dédramatiser la situation. Même quand le papa sait qu'il va se faire fusiller, il va malgré tout faire le clown pour que l'enfant ne soit pas trop meurtri de la situation. Donc l'ambiance est la première chose sur laquelle on peut agir dans une classe ou dans nos maisons pour essayer de stabiliser le comportement des enfants. Si l'enfant se sent insécure dans la classe ou dans la maison, il risque mécaniquement de sortir ses mécanismes de défense, qui sont des adaptations très maladroites parfois, mais qui parlent avant tout de son besoin d'être assuré, soit dans son besoin de lien, soit dans son besoin de séparation. C'est certain que le cerveau va avoir des milliards de cellules qui doivent interagir les unes avec les autres. Alors ici, je ne sais pas s'il y a est-ce qu'il y a un marqueur? Non? Vous voyez tous les petits points bleus sur votre affiche, d'accord? Chaque fois que vous voyez un point bleu, c'est que c'est un neurone. Et en fait, l'expérience que ces chercheurs ont faite, c'est qu'ils ont pris 2 groupes de petits rats. Un groupe, ils les ont laissés avec leurs mains biologiques, et l'autre groupe, ils les ont séparés. Et donc, en fait, ils ont pu, ceux qui étaient séparés, avoir tous les besoins naturels dont ils avaient besoin au niveau du lait, au niveau de la sécurité. Mais la présence maternelle n'était plus disponible. Et en fait, ce que cette équipe-là a réussi à faire, c'est à marquer en fait les endroits où il y avait des neurones qui étaient morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a trop de stress, on va voir en sorte que le cerveau va subir un peu ce que nos voitures vont subir, la rouille. Ce n'est pas de la rouille de notre cerveau, d'accord, mais c'est le même principe. C'est que les neurones vont être attaqués par toutes les réactions chimiques qui sont induites par le stress, et il va y avoir une mortalité cellulaire beaucoup plus importante en fonction du stress. Et c'est là, par exemple, qu'on va constater que, ici à Montréal, vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, en fait un peu plus maintenant, 17 ans, on a eu la tempête du verglas. 2 à 3 millions de personnes se retrouvent sans électricité début du mois de janvier. Certaines familles ont été délocalisées dans des centres de sport, d'autres sont allées se réfugier dans leurs familles respectives. Et une équipe de l'hôpital Bishop qui a suivi en fait les cohortes de familles, les enfants surtout, qui étaient dans le ventre de leur maman pendant la crise du verglas. Et ce qu'elles ont constaté, c'est que les enfants, les fœtus, qui étaient entre le 6e et le 9e mois de gestation, ont, pour la plupart, c'est-à-dire la grande majorité, des difficultés d'apprentissage. On s'entend que le stress était très désagréable d'avoir été placé dans un centre sportif ou éventuellement d'être dans sa famille. Mais toujours est-il que c'est loin de certaines situations que d'autres pays peuvent vivre. Mais malgré ça, on voit que cette cohorte d'enfants
a plus de difficultés à fonctionner à l'école. Il y a une autre équipe à McGill qui a réussi à montrer que le stress, la violence subie par les enfants, surtout les garçons en bas âge, que ce soit de la violence physique ou des attouchements sexuels, la manière dont le stress va affecter le cerveau, même l'ADN est abîmé. C'est-à-dire que les réactions chimiques qui découlent du stress vont faire en sorte que, c'est de nouveau, comme je vais utiliser le terme de rouille, c'est comme s'il y a de la rouille qui vient perturber l'ADN. Donc on se rend compte à quel point le stress est quelque chose qui peut affecter le cerveau. Quand on regarde ce qui s'est passé en Israël ces dernières années, on voit en fait que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman pendant les différents moments de guerre, parce que les Israéliens sont souvent en guerre 4, 5, 6 jours, puis ça s'arrête, 4, 5, 6 jours, puis ça s'arrête, et ainsi de suite. Et en fait, on voit que les enfants qui étaient en gestation pendant les périodes de guerre, le taux de schizophrénie est démultiplié. Donc, ce qui se passe dans le ventre de maman, parce que maman vit des émotions, ça va affecter le développement de l'enfant. On voit comment le stress est là. D'ailleurs, les papas, si vous ne savez pas quoi faire, rassurez vos blondes. D'accord? Et même si elle veut un toast avec du chili, plus de la mayonnaise, plus éventuellement d'autres choses, n'importe quoi, répondez à son besoin. Sécurisez-la. D'accord? Parce que premièrement, nous les gars, n'est-ce pas Dave, on ne sait pas toujours quoi faire quand nos blondes sont enceintes. Okay? Donc on peut se donner une mission, c'est de sécuriser nos blondes. Et en fait, cette sécurisation de nos blondes va faire en sorte que bébé va grandir avec les meilleures chances possibles. On n'empêchera pas les drames humains, mais au moins on peut arriver à sécuriser beaucoup de choses. Alors c'est certain que notre système nerveux, quand il vit des stress, si l'anxiété, si le stress affecte le cerveau, okay? Mais il faut qu'il mette en place des mécanismes pour pouvoir se protéger. Et c'est là que beaucoup de comportements dérangeants, comme la crise de Bacon, comme le fameux fucking fort, vont être là. Nos adolescents qui claquent une porte, ce sont des comportements qui sont plates, mais en fait qui sont juste une réponse maladroite à un degré de stress qui est trop élevé. Alors on peut le regarder à travers une panoplie d'étiquettes diagnostiques, et parfois c'est utile de le regarder dans cette perspective-là, mais en même temps, nous, comme parents ou comme enseignants, on ne sait pas toujours quoi faire. Donc ça, c'est un élément sur lequel on peut travailler, c'est de sécuriser nos enfants, sécuriser nos élèves. Je pense à ma cocotte qui, pendant toute l'année dernière, son professeur lui rappelait en fait à la classe, presque au moins chaque semaine, qu'il y avait des examens du ministère en fin d'année. Mais son degré de stress, je peux comprendre que le professeur elle-même, elle était stressée. Elle-même, elle vivait quelque chose de très désagréable sur le plan personnel, donc je peux comprendre son stress. Mais à force de le rappeler continuellement aux enfants, les enfants étaient hyper tendus. Donc c'est certain qu'en travaillant sur l'ambiance à la maison, on pouvait compenser un peu ce qui se passait à l'école. Donc, si l'enfant essaye de vivre le lien, mais n'arrive pas à vivre le lien, c'est certain qu'il va vivre des blessures d'abandon. S'il essaie de se séparer, de s'affirmer dans son individualité, il va vivre des blessures d'envahissement. Et on va souvent être là-dedans tout au long de notre vie. Et le problème, c'est que si nous, l'adulte, on est capable de mettre le doigt sur ce qui nous stresse, pas les enfants, parce que leur cerveau n'est pas encore développé. Le cerveau arrive à sa pleine maturité entre 40 et 45 ans. Alors c'est certain que oui, l'âge de raison, à 9 ans, c'est quelque chose que l'on voit parce qu'on voit que petit à petit, certaines couches du cerveau sont de plus en plus fonctionnelles. Un jeune de 20 ans a plus de maturité que quand il en avait 15. Enfin, il faut l'espérer. D'accord? Mais c'est peut-être normal que certains jeunes adultes aient aussi besoin des anciens pour pouvoir arriver à se sécuriser par rapport à la vie de tous les jours. Cela dit, nos enfants, eux, ne sont pas capables d'identifier ce qui les stresse parce que c'est l'ambiance plus que les faits qui sont insécurisants. Alors pour eux, quand ils sont là-dedans, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre en place leur système de défense qu'on appelle le système arcanique. Vous vous souvenez les films d'horreur, un papa, une maman, un petit gars, une petite fille? Jurassic Park. Un scientifique, une maman, un petit gars, une petite fille et le cow-boy. Ils se déplacent au milieu des dinosaures, arrive un bronchiosaure, le scientifique dit « arrêtez de bouger ». Tout le monde arrête de bouger, sauf le cow-boy, qui lui a vu, hey, il y a une bécosse là à côté, il faut aller me cacher. Et donc à ce moment-là, il va se cacher. Et qui se fait manger quand le bronchosaure arrive? Comment?
Est-ce que le brontosaure va manger les 4 personnages qui sont à côté de l'auto ou il va manger le cow-boy? Il va manger le cow-boy. Comment ça se fait qu'il passe à côté de 4 proies, mais qu'il va manger celle qui n'est pas visible? Parce qu'en fait, les reptiles sont capables de voir une proie qui se déplace. Donc même si elle s'arrête, ils savent où elle est. Elle peut être localisée par mouvement, pas de mouvement. Donc le premier mécanisme qui a été mis en place par les petits mammifères qui sont apparus au temps des brontosaures, c'est danger, je gèle. Si vous traversez une grande route et qu'il y a une voiture qui klaxonne, le premier réflexe que vous risquez d'avoir, c'est de freeze. OK? Puis les dinosaures, ils disparaissent. À ce moment-là arrivent les autres tigres à longues dents, les mammouths et ainsi de suite. Donc, eux, ce sont des mammifères, ils sont capables de voir les proies immobiles et en mouvement. Donc, il a fallu pouvoir évaluer. Toi, Dave, es-tu plus fort ou plus faible que moi? Si je pense que tu es plus fort que moi, je vais aller, bye, on se revoit l'année prochaine. OK? Si je pense que j'ai une chance de pouvoir gagner contre lui, à ce moment-là, je vais me montrer mon torse, d'accord? Je vais commencer à sortir et mes poings vont se fermer. D'ailleurs, quand vous faites du jogging, est-ce que vous courez les mains ouvertes ou les mains fermées? La plupart des gens vont courir les mains fermées. Pourquoi? Parce que le mécanisme qui fait courir, le schème de base, d'accord? Si jamais vous êtes en train de courir et que vous êtes attaqué, il faut que vous ayez vos poings. Et ça prend tout un entraînement pour nos athlètes de pouvoir arriver à courir avec les mains ouvertes. Okay? Donc, il y a des schèmes qui sont là, il y a des comportements qui sont appris, des comportements qui sont génétiques, qui sont tout à fait normaux. Donc, le petit gars qui bouge sur sa chaise, parce que soit il a trop de plaisir, soit il est trop angoissé, mais c'est parce que tout son corps lui dit « bouge, tu es en danger ». Et si vous avez un enfant qui part dans la lune, mais quelque part, il fait ce qu'on devrait faire devant un ours. Parce que si vous attaquez l'ours, vous allez perdre. Si vous partez en courant, vous allez perdre. Si vous grimpez à un arbre, c'est parce que l'ours il est capable de grimper dans un arbre, donc vous allez perdre. Ce qu'on doit faire face à un grizzly, c'est de se coucher à terre. Je vous mets au défi de vivre votre expérience du fond de votre fond. Alors là, mon odeur est en train d'assurer à l'ours que je suis éventuellement présent. Oui, c'est une expérience extraordinaire. OK? Non, ça va être l'angoisse. L'angoisse va prendre tellement fort que vous allez vous imaginer être à Cuba, au bord d'une plage, en train de siroter une pina colada. C'est ça qui amène des enfants à partir dans leur imaginaire, à partir dans quelque chose qui est plus rassurant pour eux. D'accord? Il ne faut pas croire, même le bonheur amène des comportements comme celui-là. Quand vous allez au zoo pendant une journée avec vos enfants, ils ont du plaisir toute la journée. Et toute la journée, au moment où vous allez rentrer dans votre voiture, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie émotionnelle du cerveau qui gère en fait l'excès d'émotion, elle s'est chargée toute la journée et l'enfant a besoin de pleurer pour pouvoir retrouver son équilibre. Parce qu'en fait, nos mécanismes de défense, ils utilisent notre biologie, ils utilisent notre système d'activation ou de sommeil ou d'endormissement pour pouvoir échapper à quelque chose qui est difficile. Donc l'enfant qui est dans tout son plaisir pendant la journée, tout son système est actif, mais tant qu'il est en train de bouger d'un animal à l'autre, ça marche bien. Et au moment où vous le ramenez dans la voiture, je ne peux plus bouger, l'enfer. Je vais-tu me faire manger? Je vais-tu disparaître? Qu'est-ce qui se passe? Et ça explose. Et il a besoin de pleurer, à défaut de pouvoir dormir, pour pouvoir ramener le calme à l'intérieur de lui. Ce n'est pas pour rien que nos enfants font souvent des gaffes en fin de journée ou en fin de soirée. C'est leur mécanisme à eux qui dit « OK, relâche. Et pour relâcher, il faut que je pleure. Puis si pour pleurer, j'ai besoin de me faire chicaner par papa, je vais me faire chicaner par papa. » Mais tout ça, c'est un processus qui est inconscient. L'enfant ne le sait pas. C'est instinctif, comme la partie de mon cerveau qui instinctivement m'empêche de tomber. Donc, en fait, les blessures et les situations d'excès de stress vont nous amener en fait à activer nos mécanismes de défense. C'est normal. Mais c'est certain que si, par exemple, c'est normal un enfant de 5 ans qui dit « Hey, je suis bon, t'as-tu vu comment je suis bon, t'as-tu vu comment je suis bon ?» À 5 ans, c'est normal. On peut comprendre qu'à l'adolescence, il a encore besoin. Mais si nous, à 40 ou à 50 ans, on est encore en train d'aller voir notre boss « Hey, t'as-tu vu comment je suis bon, t'as-tu vu comment je suis bon ?» C'est un peu délicat. D'accord? Donc, il y a beaucoup de situations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être félicité. Parce que si on n'est pas félicité de notre travail, on va changer de job.
Regardez à quel point la génération Y peut facilement changer de travail, ne serait-ce que parce qu'ils recherchent justement cette gratification dans la relation avec leur patron et avec leur père. Donc ça fait partie de nos enjeux. Mais le petit Coco, si vous ne le voyez pas dans la classe et qu'il a besoin du lien pour se faire rassurer, il va faire des bêtises. Et il va préférer faire des bêtises parce que son besoin d'être en lien avec vous est plus fort que sa capacité à pouvoir rester calme dans la classe. Ça ne veut pas dire qu'on peut le laisser courir tout partout. Non, il faut canaliser son énergie, canaliser le groupe. Moi, je suis un ancien prof dans une ancienne vie, d'accord? J'enseignais en 5e année primaire, entre autres, et ça m'est arrivé souvent de voir à quel point les enfants, à un moment donné, ils sont plus capables d'entendre la matière, d'absorber la matière. Donc, je demandais à des élèves, va voir si le gymnase est libre. Et si le gymnase était libre, je continuais à faire mon cours de maths ou de français dans le gymnase. Ça ne demandait qu'une seule chose, de l'imagination. Okay? Mais au moins, dans le mouvement, dans le fait de bouger, les enfants arrivaient à recanaliser. Parce que quand on est amené à avoir toute notre biochimie qui nous dit « bouge, va-t'en, essaie d'échapper à ce qui est là », il faut que ça bouge. Parce que sinon, on ne sera pas bien. C'est la même chose pour nous. Quand on n'est pas bien, on va aller faire le tour du bloc. Nos enfants dans la classe, on ne peut pas le faire. Ils ne peuvent pas sortir de la classe facilement. Mais en même temps, leur biologie leur dit « échappe-toi de l'endroit où tu es ». Donc, ça devient toute une gymnastique. Et comme malheureusement à la maison, ils utilisent beaucoup les jeux vidéo, ils ne bougent pas assez le soir. Donc, vous vous retrouvez avec des enfants qui ont besoin de bouger dans la journée. Donc, c'est un collectif qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas l'enseignant qui est uniquement responsable de ce qui se passe. C'est une conscientisation qui est importante au niveau de l'ensemble des personnes qui interviennent auprès de l'enfant. Parce qu'en fait, quand l'enfant est pris, mettons que le cercle rouge représente ce que l'enfant est capable d'accumuler comme émotion. D'accord? Il a reçu un petit chat. Son petit chat, c'est toute sa vie. Son petit chat, il veut vraiment en parler. Il en parle le matin, il en parle le midi, il en parle le soir. C'est sa vie, le petit chat. Puis arrive la cour de récréation. Malheureusement, son meilleur ami ne veut plus être son ami ce jour-là. Et ça lui rappelle que papa, ça fait 2 semaines qu'il est parti pour son travail. Ça, c'est trop d'émotions. Et le trop d'émotions, pour que son cerveau puisse gérer ce qui se passe, fait en sorte que les comportements dérangeants vont apparaître. Et qui va pouvoir aider le Coco à ce moment-là? Madame Chiffre. Pour ceux qui connaissent le petit Spirou. D'accord? C'est l'enseignant qui va être capable, ou l'éducateur qui est de garde dans la cour de récréation, qui en faisant un lien réconfortant, va être capable de pouvoir permettre à l'enfant « Ok, je suis en sécurité ». Et c'est l'art pour moi d'éduquer un enfant, c'est de dire « Hey, parle-moi donc de ton petit chat, puis ton papa, es-tu rentré? Hey, j'ai vu que tu t'es disputé tantôt avec Martin. Il t'a rejeté, ça a dû te faire mal. » Et cette douceur que l'adulte peut avoir envers l'enfant, cette bienveillance que l'adulte peut avoir avec l'enfant, ça n'empêche pas la cohérence, ça n'empêche pas que nous avons un devoir de responsabiliser nos jeunes. Mais c'est notre bienveillance qui va faire en sorte que le jeune va se sentir en sécurité. Et si vous avez un jeune qui a besoin de se séparer pour s'individualiser, parfois de lui demander, de lui donner une tâche. Regardez le plaisir que nous avions quand on était des enfants d'effacer le tableau. Est-ce qu'on était fiers? On était dans le lien avec le professeur et en même temps on faisait quelque chose, on bouge, donc toute notre biologie qui nous dit de bouger, on y répondait, puis en même temps on était l'élu. Hey, je suis là, mais je ne suis plus avec la classe, donc je me sépare un peu de mes copains. Donc ça répondait à des besoins, ce genre de choses-là. C'est le fun, les tableaux électroniques. On a peut-être perdu quelque chose au passage. D'accord? Donc, l'enfant va avoir besoin de ce genre de choses-là, besoin du contrôle, de la présence bienveillante des adultes pour qu'à son tour, quand il sera devenu lui-même adulte, quand son cerveau se sera développé, ma petite lumière a changé de couleur. Donc, quand son cerveau se sera développé, il sera capable d'en gérer des problèmes. OK? Le seul problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps pour grandir. Ça prend du temps pour que la partie préfrontale de notre cerveau soit suffisamment développée, d'accord, pour être capable de pouvoir bien gérer les choses. Ça prend entre 20 et 45 ans.
C'est la partie la plus humaine de notre cerveau qui est juste derrière notre front. C'est la partie qui demande le plus de temps pour arriver à se développer. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est vachement plus difficile de gérer les choses. Alors le problème de la vie moderne, c'est que mademoiselle Chiffre, quand elle arrive à l'école, elle aussi, elle a ses affaires. Donc si l'enseignant n'est pas capable de faire la part des choses, quand il va arriver avec un enfant qui a un problème d'amis, de chat et de père, ça va la faire déborder. Et comme l'enfant est tellement généreux, il va prendre les problèmes du prof sur son dos. Puis je parle du prof parce que vous êtes dans le milieu scolaire, mais je pourrais très bien parler de vous quand vous rentrez à la maison. Puis nos enfants se désorganisent de plus en plus, et c'est là qu'on se retrouve avec une situation où il y a de plus en plus de détresse dans nos familles, il y a de plus en plus de détresse dans nos classes, et que oui, il y a une détresse chez les enfants, mais il y en a aussi de plus en plus chez les adultes parce que nous avons de plus en plus de difficultés à gérer les tracas quotidiens. Est-ce que vous me suivez? OK. Alors, qu'est-ce qui peut amener, en fait, les différentes difficultés des enfants? Quels sont les éléments qui vont créer des problèmes? Toute situation de stress va activer les mécanismes de défense. Toutes les situations de transition vont activer les mécanismes de défense. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'enfant n'est pas capable de faire une suite logique entre les différentes choses. Donc, à partir de ce moment-là, la peur de savoir ce qui va se passer juste après fait en sorte que l'enfant peut se désorganiser. Toute comparaison va induire du stress. Parce que si je suis comparé aux autres, soit je suis meilleur, puis c'est mon système de plaisir qui me valorise qui va être activé. Si je suis moins bien, OK, mon estime de moi risque d'en prendre un coup. Donc, dès qu'on est dans un système de comparaison, on va induire du stress. La jalousie, elle nous dit parfois que c'est des mauvaises choses, mais parfois c'est très utile aussi de voir la jalousie. Parce que quelque part, un enfant qui est jaloux, « Hey, je suis jaloux de la petite poupée que ma copine elle a reçue. » Ça veut juste dire pour son papa et sa maman, « Hey, j'aimerais donc avoir une poupée comme ça. » Si on aide l'enfant à comprendre sa jalousie, on va régler beaucoup de choses. La qualité de présence de l'adulte. Si nous sommes tout le temps sur nos téléphones intelligents, dès qu'on a 30 secondes de libre à la maison, veut pas, on risque peut-être de manquer de bienveillance et de disponibilité pour nos enfants. Donc, il faut pouvoir arriver à nous réguler nous-mêmes par rapport à ça. Ce sera plus facile de façon de faire amener nos adolescents à se réguler eux-mêmes. OK? Donc, là-dessus, on continue. Par exemple, mesdames, quelle est la meilleure manière d'attirer l'attention de vos enfants? Asseyez-vous dans le fauteuil, prenez un roman. OK? Ça va prendre 30 secondes pour qu'ils soient à côté de vous. À ce moment-là, ils seront disponibles pour entendre parler de la chambre qui n'était pas rangée. Alors que si vous allez les trouver, d'accord, pour les gronder dans la salle de jeu ou dans leur chambre, ils ne seront pas à écoute pantoute. OK? Donc, si on joue justement sur ces éléments-là, ça peut aussi être positif. Tous les stresseurs psychologiques. Le divorce est une bonne chose pour un couple qui ne s'entendait plus, d'accord? Si on se rencontre à 20 ans, à 30 ou à 40 ans, on n'a plus les mêmes priorités. On évolue. Si le couple n'arrive pas à évoluer de la bonne manière, il vaut peut-être mieux un bon divorce qu'un mauvais couple. D'accord? Mais en même temps, l'enfant va être tout le temps pris entre deux choses. Un coup, je suis chez papa, un coup, je suis chez maman. Il y a déjà un jeune qui m'a dit, tu sais, Joël, je me sens comme sur un pont. Je ne sais jamais où me déposer parce qu'il y a une rive, c'est chez papa, l'autre rive, c'est chez maman. Ils ont des manières de vivre totalement différentes. C'est normal, ils se sont séparés. Il y avait des raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Mais en même temps, cette difficulté-là à gérer est là. Parce que c'est deux systèmes d'adaptation tout à fait différents. Papa qui manque, maman qui manque, papa qui est malade, maman qui est malade. Ce sont des stresseurs qui vont arriver. Les familles recomposées qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent. Moi, je me souviens d'une petite fille qui me disait, « Tu sais, Joël, je ne sais jamais s'il va y avoir un homme ou pas dans la salle de bain le matin quand je vais me lever. Parce que maman, elle changeait souvent de chum. D'accord? Et ça créait une certaine forme d'angoisse pour l'enfant. La télévision, les téléphones intelligents, tous les jeux vidéo, ce sont des éléments qui vont aussi perturber l'enfant. D'accord? Juste savoir en fait qu'il suffit de 9 minutes de télévision le matin pour perturber les apprentissages de toute la journée. Donc c'est une chose que si vous pouvez faire, vous, en tant que papa et maman, coupez la télévision le matin. Vous allez voir, c'est le fun. Les enfants vont aller jouer avec leur Lego, vont venir jaser avec vous à la table en fonction de leurs besoins. Vous allez recréer une atmosphère tout à fait différente dans la maison, plutôt d'entendre les mauvaises nouvelles de la circulation ou de la météo catastrophique que l'on a également.
Puis l'autre chose aussi, c'est que de plus en plus, la logique administrative l'emporte sur la logique humaine. Vous le vivez en tant qu'adulte. Imaginez comment les enfants peuvent le percevoir. D'accord? Et ça, ce sont des éléments qui vont de nouveau amener plus de stress chez les enfants. Et à chaque fois qu'ils vont vivre le stress, ça passe par les structures émotionnelles du cerveau, ça ne passe pas par les structures de gros bon sens, et c'est aussi fort que quand j'essaie de me laisser tomber en arrière. D'accord? Dernière petite chose, si vous voulez aider vos cocos, d'accord, sachez qu'on a une responsabilité de moyens, on n'a pas une responsabilité de résultat. Quand on est trop associé au résultat, on est dans de la performance, on n'est plus dans de la bienveillance. Donc, on a une responsabilité d'offrir les meilleurs outils à nos enfants et de se remettre en question continuellement. J'apprends encore tous les jours à être un meilleur papa et quelque part, ça m'apprend à être un meilleur psy, bien plus que ce que j'ai appris à l'université. Parce que c'est la vraie vie qui nous apprend les choses. Puis une autre chose aussi, si vous voulez aider les enfants à mieux comprendre comment ils vivent les choses, c'est quoi sa peur? C'est quoi son manque? C'est quoi son besoin? Et si, malgré tout, le comportement dérangeant continue d'apparaître, c'est quoi son bénéfice secondaire? Le jeune qui fait le clown en classe, il répond à 4 besoins. C'est vachement fort pour lui. Donc, il faut l'amener à réfléchir et à se prendre en main, à se responsabiliser, bien plus qu'utiliser des mesures coercitives. Dernière petite chose, si moi, comme intervenant, que je sois papa, enseignant ou autre, c'est quoi mes peurs? C'est quoi mes manques? C'est quoi mes besoins? Parce que je fais partie de la solution, mais je peux aussi faire partie du problème. Et si certains de mes comportements, je ne les transforme pas, c'est quoi mes bénéfices? Et pour moi, ces questions-là, c'est des éléments qui peuvent m'amener à être plus éthique dans ma manière d'interagir avec mon environnement. Merci.